Une joggeuse de 28 ans parcourir un matin dans une forêt qu'elle connaît par cœur. Et il ne revient pas. 24 jours plus tard, on retrouve son corps dans un sous-bois. Personne ne sait comment elle est morte. Aucune fracture, aucune trace visible. Les légistes sont bloqués. Et puis, une montre connectée change tout. Parce que cette montre a tout enregistré. Son rythme cardiaque, ses derniers mètres, l'endroit exact où son cœur s'est arrêté. Et surtout, elle révèle que quelqu'un a déplacé son corps après sa mort. Quelqu'un qui voulait faire croire qu'elle était morte ailleurs. L'enquête qui suit va durer 5 mois. Plus de 1000 auditions, 1200 heures de vidéosurveillance visionnées. Et au bout, un homme arrêté à quelques centaines de mètres de chez elle. Un homme que la justice connaissait très bien. Un homme qu'un magistrat avait décrit 20 ans plus tôt avec ces mots. Il est dangereux, violent, incapable de résister à ses envies. Il recommencera. Il avait raison. Voilà l'affaire Agathe. Et aujourd'hui, on raconte tout, du début à la fin. Agathe a 28 ans, au printemps 2025. Elle vit à Vivonne, une commune à la Vienne, à une vingtaine de kilomètres au sud de Poitiers. Une commune tranquille, des champs, des forêts et des gens qui se connaissent. Agathe habite chez ses parents. Elle est coureuse de trail, cette discipline qui consiste à courir en pleine nature sur des chemins forestiers, des terrains accidentés. Sur son profil Strava, l'application que les coureurs utilisent pour suivre leurs performances, elle affiche des sorties régulières entre 15 et 20 km. Ce n'est pas une débutante, c'est quelqu'un qui court sérieusement, qui connaît ses itinéraires, qui maîtrise son terrain. Les forêts autour de Vivonne, elle les a parcourues des dizaines de fois. Ses chemins, ses croisements, ses sous-bois, c'est son territoire habituel. Quand elle part courir, elle ne prend pas de risques inutiles. Elle s'équipe correctement. Elle porte sa montre connectée, elle connaît le coin. Le 10 avril 2025, elle enfile son short noir, son haut sombre, elle accroche sa montre connectée à son poignet et elle part, comme d'habitude, depuis le domicile familial. Elle ne reviendra pas. Dans l'après-midi, son père attend. Les heures passent, Agathe aurait dû rentrer depuis longtemps. Il essaye de la joindre. Pas de réponse, le téléphone d'Agathe localisé pour la dernière fois dans un rayon de 250 mètres autour des lieux dits les Grands Ormeaux et le Champ-Salot, sur la commune de Voulan, à 10 km de Vivonne. Après ça, plus de signal. À 15 heures, le père d'Agathe appelle la gendarmerie. Les gendarmes de la section de recherche de Poitiers se mobilisent immédiatement. Dès les premières heures, un important dispositif est mis en place. Des équipes à pied ratissent les sous-bois. Des chiens renifleurs sont déployés. Des drones survolent zones forestières. Dans les jours qui suivent, les recherches s'intensifient. Plus de 300 personnes participent aux opérations. Gendarmes, réservistes, bénévoles de la commune et des alentours. Vivonne est une petite commune. Tout le monde connaît Agathe. Ou connaît quelqu'un qui la connaît. Une habitante dira aux journalistes que dans un endroit comme ça, une disparition, c'est l'affaire de tous. Que les gens ont peur, qu'ils veulent les réponses. Le 14 avril, 4 jours après la disparition, le parquet de Poitiers prend une décision importante. Une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Ce n'est plus seulement une disparition inquiétante. Les enquêteurs envisagent désormais ouvertement un acte criminel. Près de 180 signalements arrivent les habitants de la région. Des témoignages de personnes qui ont peut-être vu quelque chose le matin du 10 avril. Une voiture inhabituelle, une silhouette sur un chemin. Les enquêteurs vérifient chaque piste une par une. 24 jours de recherche, 24 jours sans réponse. Le 4 mai 2025, un promeneur qui se trouve dans un secteur boisé de la même commune fait une découverte dans un sous-bois, un corps, celui, malheureusement, d'Agathe Hillary. Le corps d'Agathe est retrouvé dans un état avancé de décomposition.
24 jours dans un sous-bois par temps de printemps. Le travail des légistes va être difficile. Le médecin légiste Bernard Marc pratique l'autopsie et il doit reconnaître quelque chose de frustrant pour tout le monde. Les causes exactes du décès ne peuvent pas être déterminées avec certitude. Il n'y a pas de fracture, pas de dégâts osseux visibles. Plusieurs hypothèses restent possibles. Un étranglement, une arme blanche, asphyxie, voire une cause naturelle comme un problème cardiaque. On sait qu'Agathe est morte, mais on ne sait pas comment. Et tant qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas si c'est un crime. C'est là qu'intervient la montre connectée. Agathe portait ce matin-là une montre connectée de sportive GPS intégrée, suivie de fréquences cardiaques en temps réel, enregistrement du parcours. Les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale analysent les données enregistrées par cet appareil pendant plusieurs semaines. C'est un travail minutieux, technique, qui demande du temps. En juin 2025, un premier élément crucial est rendu public. Les données GPS de la montre indiquent que le corps d'Agathe a été retrouvé à plus d'une centaine de mètres de l'endroit où la montre s'est éteinte, l'endroit où elle est morte. Les endroits où on l'a trouvée ne sont pas les mêmes. Son corps a été déplacé après sa mort. Ce constat est décisif. Ça ne peut pas être un accident. Ça ne peut pas être une cause naturelle. Quelqu'un était là. Quelqu'un a agi. Quelqu'un a déplacé le corps pour brouiller les pistes. Le 3 juillet 2025, la montre livre un deuxième élément. Les experts ont analysé la courbe de fréquence cardiaque d'Agathe dans les dernières minutes de sa vie. À un moment précis de la matinée de 10 avril, son rythme cardiaque s'est brusquement accéléré. Un pic brutal. Puis le signal s'est arrêté net. Une accélération soudaine du rythme cardiaque peut signifier beaucoup de choses, mais dans ce contexte, combiné au déplacement du corps, ça oriente vers une seule hypothèse. Agathe a eu peur ou a reçu un choc violent et est morte dans les secondes ou minutes qui ont suivi. La piste criminelle est désormais officiellement la seule retenue par les enquêteurs. L'affaire change de dimension et à partir de juillet 2025, la section de recherche de Poitiers monte en puissance. 17 gendarmes sont entièrement dédiés à cette affaire. Rien que ça. Ce qui se passe dans les 2 mois suivants représente un travail d'une ampleur difficile à imaginer. 1200 heures de vidéosurveillance sont visionnées, chaque caméra dans un rayon pertinent autour de Vivonne et des chemins d'Agathe empruntés. Chaque véhicule identifié, chaque visage noté. Plus de 1000 auditions sont réalisées. Habitants de Vivonne, les communes environnantes, coureurs habituels des forêts, agriculteurs dans les terrains et les zones de recherche, ou bien employés de commerce présents le matin du 10 avril. Chaque personne suspectible d'avoir vu quelque chose, entendu quelque chose, remarqué quelque chose. 160 profils individuels sont étudiés en détail, des gens dont le comportement, les antécédents ou la présence dans le secteur ont attiré l'attention. Des écoutes téléphoniques sont mises en place, des véhicules sont surveillés et progressivement les investigations commencent à se resserrer autour d'un homme. Un homme qui vit à Vivonne, dans la même commune d'Agathe, à quelques centaines de mètres seulement du domicile familial. Didier Laroche est né en 1965. Il a 59 ans. En septembre 2025, il vit à Vivonne, dans un immeuble du centre-ville, au domicile de ses parents. Il travaille comme ouvrier agricole à Celles-lès-Verskoll. À 5 kilomètres de là, ses voisins le décrivent comme discret, peu social, quelqu'un qu'on ne remarque pas vraiment. Certains le trouvent plutôt sympathique, d'autres le décrivent comme replié sur lui-même. Mais ce que ses voisins ne savent pas, c'est ce que contient le casier judiciaire de Didier Laroche. Et ce casier dit des choses que personne ne peut oublier. En 1992, Didier Laroche suit une femme qui fait son jogging. Il l'attaque, il est armé
il la viole. En 1994, la cour d'assises de Puy-de-Dôme le condamne à 12 ans de réclusion criminelle. À l'époque, dans sa région, les gens le surnomment Rambo. Il sort de prison en 2000. En 1999, pendant une permission de sursis accordée alors qu'il purgeait encore cette première peine, il agresse sexuellement une autre femme, une mère de famille qui fait son footing. En 2001, à peine libre depuis quelques mois, il récidive, il repère une jeune femme de 24 ans. Il la suit, il attend qu'elle soit rentrée chez elle dans une maison isolée d'une commune du pays de Dôme. Il entre, il est armé d'un couteau, il la viole aussi. Et en 2003, il est rejugé. Cette fois-ci, l'avocat général prend la parole devant les jurés et prononce une phrase qui va rester dans les archives de dossier. Elle dit mot par mot: Laroche est un homme dangereux, violent, incapable de résister à ses envies. Il recommencera. Je vous demande de défendre les femmes contre ce serial violeur. Si vous le laissez sortir, il tuera. Le juré suit les réquisitions. En février 2024, la Cour d'assises de Haute-Loire condamne Didier Laroche à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans. La peine est confirmée en appel. Laroche part purger sa peine pénitentiaire de Casabionda en Corse, un établissement spécialisé qui accueille des criminels sexuels et les accompagne dans une démarche de réinscription par le travail agricole. Les années passent. En 2023 ou 2024, le tribunal d'application des peines de Bastia examine la situation de Didier Laroche. L'avocat de ses victimes est consulté comme la procédure l'exige. Il s'y oppose fermement. Les rapports d'expertise psychiatre dressent un tableau inquiétant, un profil psychopathique à forte composante névrotique, une curabilité incertaine. L'avocat de la victime dira plus tard que tout dans le dossier indiquant qu'il fallait tenir Laroche derrière les barreaux. La justice décide quand même de le libérer. En avril 2024, Didier Laroche sort du centre de Casabionda. Il bénéficie d'un aménagement de peine sous forme de placement extérieur dans le département de la Vienne. Il s'installe à Yvonne, dans la même commune qu'Agathe Hilleret. Depuis le 5 octobre 2024, il est placé sous surveillance judiciaire. Il doit résider dans un lieu déterminé. Il a l'interdiction de contacter ses anciennes victimes. Il a l'obligation de se soigner et de travailler. Il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles aux violences. 6 mois après le début de cette surveillance, Agathe Hilleret disparaît. Et le 10 septembre 2025, 5 mois après la disparition d'Agathe, tôt le matin, des gendarmes en civil se déploient dans le centre de Vivonne. Un habitant qui se rend à la boulangerie voit des gendarmes et des enquêteurs en combinaison blanche dans une rue du quartier. Quelques minutes plus tard, Didier Laroche est interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Son véhicule est immédiatement mis sous scellé. Les techniciens commence à l'analyser en urgence dans le temps légal de la garde à vue. La nouvelle se répand dans Yvonne en quelques heures. Un habitant dira aux journalistes que depuis le 10 avril, l'affaire Agathe est dans toutes les têtes, que la commune n'a pas oublié et que beaucoup espèrent enfin un tournant. Quelques heures après le début de la garde à vue, les résultats des expertises ADN tombe. L'ADN d'Agathe Hilleret est présent dans le véhicule de Didier Laroche. La garde à vue dure 48 heures. Durant son audition, Didier Laroche reconnaît avoir été présent sur les lieux le matin du 10 avril. Il reconnaît avoir été en contact avec Agathe. Il reconnaît lui avoir porté de coups, mais il ajoute qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Son avocat résume la position de son client à la presse à la sortie du tribunal de Poitiers le 12 septembre. Il explique que son client reconnaît 2 coups qui ont de fait causé la mort, mais sans intention de la donner. Il précise que son client a été coopérateur et qu'à ce stade, l'implication juridique de meurtre leur semble contestable.
Il ajoute que l'instruction permettra de faire la lumière. La procureure de la République de Poitiers publie un rapport officiel. Elle confirme que les expertises réalisées pendant la garde à vue ont matérialisé la présence de l'ADN de la victime dans le véhicule du suspect. Elle confirme que le suspect reconnaît sa présence sur les lieux et son contact avec Agathe. Le vendredi 12 septembre 2025, Didier Laroche est présenté à un juge d'instruction. Il est mis en examen pour meurtre précédé d'enlèvement et de séquestration. La qualification retenue par les enquêteurs ne se limite pas au meurtre. Il estime qu'il a eu une phase pendant laquelle Agathe était retenue, séquestrée avant sa mort, ce qui aggrave considérablement les charges. Il est placé en détention provisoire. Et le lendemain de l'arrestation, un message anonyme est placardé sur la porte de l'immeuble où habitait Didier Laroche. Le propriétaire le retire rapidement, mais son existence dit quelque chose de la colère qui gronde dans la commune. La mère de Vivonne s'exprime dans les médias. Elle dit qu'elle n'était pas au courant qu'un homme avec un tel passé judiciaire vivait sur le territoire de sa commune. Elle regrette de ne pas avoir été informée. Elle reconnaît qu'il avait le droit de se réinsérer après avoir purgé sa peine, mais estime qu'une information préalable aurait peut-être facilité le travail des enquêteurs. Et bien sûr, la question qui éclate dans le débat public français à ce moment-là est simple et brutale. Comment un homme condamné 2 fois pour viol sur des joggeuses dont un magistrat avait prédit qu'il tuerait s'il sortait de prison a-t-il pu être libéré et installé dans une commune sans que personne ne se soit prévenu? La réponse officielle des services judiciaires se résume en quelques mots. L'évaluation de la dangerosité d'un individu n'est pas une science exacte. Il est impossible de placer un policier 24 heures sur 24 derrière chaque détenu libéré. Et Laroche avait techniquement respecté ses obligations de surveillance jusqu'à fait. Ces réponses ne satisfont personne et elles n'ont pas ramené Agathe. Didier Laroche est en détention provisoire depuis le 12 septembre 2025. L'instruction judiciaire est en cours au tribunal de Poitiers. Aucune date de procès n'est encore fixée. Les causes exactes de la mort d'Agathe restent officiellement indéterminées. Le légiste n'a pas pu conclure avec certitude. Les 2 coups reconnus par Laroche sont au cœur de l'instruction. La question de l'intention de tueur, meurtre ou homicide involontaire sera l'un des enjeux majeurs du futur procès. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La famille d'Agathe de l'autre côté attend. Son père, qui avait donné l'alerte le 10 avril, qui avait espéré pendant 24 jours, qui avait appris la découverte du corps le 4 mai, attend maintenant que la justice fasse son travail jusqu'au bout. Agathe Hillary avait 28 ans. Elle aimait courir et elle connaissait ses forêts. Elle était partie ce matin-là comme elle l'avait fait des centaines de fois. Son seul tort a été de croiser la route d'un homme que la justice n'aurait jamais pu libérer. Son père l'attendait. À la fin de cette vidéo, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire et de porter attention à la mémoire d'Agathe. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!